Bonjour, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans le cadre de la série sur la nature de la philosophie, nous proposons ici une réflexion sur Karl Marx, la philosophie comme idéologie, l'idéologie allemande et les thèses sur Feuerbach. Le terme idéologie a été fortement dégradé quand on l'a assimilé à un imaginaire social. Après tout, l'imaginaire, c'est le contraire du réel, et cela n'a peut-être pas de place quand on prend des décisions sérieuses. Ce terme n'avait cependant pas à l'origine cette connotation négative, et on l'assimilait simplement au développement d'une idée. Les premiers idéologues furent des hommes de la fin de l'époque des Lumières. On peut citer Destutt de Tracy, Cabanis ou Condorcet comme exemple d'idéologues. Or, les Lumières ont toujours été assimilées au développement et à l'affirmation de la raison. Raison qui permettrait d'atteindre le réel et de prendre des décisions sensées. On a pu reprocher aux idéologues de n'être que des hommes de la théorie, par opposition à l'homme d'action et pratique. Paul Ricoeur signale que c'est en premier lieu Napoléon qui dénigre les idéologues, et le philosophe intime l'ordre à tout homme qui analyse le phénomène de l'idéologie de se souvenir que derrière la critique apparemment de bon sens de toute idéologie, on peut se trouver en face d'un dictateur ou d'un chef d'État meurtrier. Cependant, cela ne signifie certainement pas de dire que l'idéologie comme fonction sociale ne peut pas être critiquée. Et comme nous allons le voir, c'est ce que fait Karl Marx quand il critique la fonction idéologique comme une fonction de mystification. Parmi les nombreux avatars de la fonction idéologique, on trouve la religion, le droit, mais également la philosophie. Marx qualifie la philosophie d'idéologie. Il s'agira de savoir ce que signifie pour la philosophie le fait de se trouver ainsi qualifié. La question est délicate. Ce Marx, elle trouve en premier lieu sa trace dans les 11 thèses sur Feuerbach, où il affirme, dans la 11e thèse, « Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de diverses manières. Il s'agit maintenant de le transformer. » L'interprétation spontanée qui vient à l'esprit est de se dire « La philosophie est inutile pour tout changement valable dans le monde. » C'est ce que veut dire cette thèse de Marx. Cependant, par sa formulation même, cette formule, à la forme aphoristique, est extrêmement énigmatique, comme le rappelle Paul Ricoeur. Elle laisse d'ailleurs complètement ouverte une question simple. Est-il possible de changer le monde sans l'interpréter? Et c'est à poser la question de savoir ce que signifie interpréter. Cette question qui est au cœur de toute philosophie herméneutique, dont certaines figures marquantes en Allemagne sont Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer, ou en France Ricoeur, naturellement. Cette question donc pose la question de ce qu'est une idéologie en tant que compréhension du monde. On fera remarquer cependant que cette question de l'interprétation n'est peut-être pas centrale chez Marx, qui souhaite surtout traiter de l'idéologie pour la démystifier, et pour démystifier la philosophie.
c'est-à-dire montrer les forces inconscientes et cachées qui président à un discours, et qui dans l'ensemble visent à imposer un ordre du monde défavorable au prolétariat. Les véritables luttes dans le monde des idées ne sont pas celles qui ont lieu contre les philosophes, entre les philosophes. Leibniz contre Locke, ou bien Kant contre Hume, mais celles qui auraient lieu entre les classes sociales. Pour Marx, à l'inverse de Kant, l'histoire de la philosophie ne dépend pas d'un prétendu usage polémique de la raison, comme le disait Kant dans la critique de la raison pure, mais d'une lutte beaucoup plus matérielle, terre à terre, entre les bourgeois commerçants qui accumulent d'immenses fortunes en faisant des plus-values plus ou moins inexplicables, et un prolétariat conduit à devoir vendre sa capacité de travail à ses bourgeois. La lutte des idées se fait donc moins entre empiristes et idéalistes qu'entre les commerçants de Venise et ceux d'Amsterdam, qui prennent tour à tour le contrôle de la conscience mondiale avec les capitaux qu'ils ont réussi à accumuler. Une telle position remet en cause l'idée que la philosophie est le développement d'une conscience raisonnable. La philosophie apparaît bien plutôt comme une sorte de masque, une idéologie destinée à masquer le combat réel, bien moins héroïque que cette lutte de la raison avec elle-même qu'avait décrit Emmanuel Kant. De ce fait, la question qui se pose est simplement celle de savoir ce qu'est la philosophie dans de telles conditions, et s'il est légitime de présenter celle-ci comme une idéologie. Pour sortir un petit peu du cadre marxiste, et pour rappeler la philosophie, ou peut-être les philosophies au pluriel, dans les manières dont elles ont voulu se présenter, on peut se rappeler que celles-ci ont toujours eu un lien avec le doute. Ce doute a pu être un doute sceptique, c'est-à-dire le doute de celui qui cherche sans prétendre avoir atteint une vérité définitive. Mais ce doute a pu également être un doute méthodique, destiné à mettre fin au doute, comme chez Descartes. Et ceci caractériserait la philosophie. Mais dans ces deux cas, le cas cartésien ou le cas sceptique, le doute vise à préserver de l'erreur. On fera remarquer que, dans sa pratique, Marx ne comprend pas le doute de cette manière. Lui s'inscrirait plutôt dans ce qu'on peut appeler une herméneutique du soupçon. Et le soupçon porte moins sur les choses dont on doute que sur l'instance même qui doute, à savoir la conscience. L'ensemble des philosophes qu'on rattache à ce type d'herméneutique, qu'il s'agisse ou bien de Spinoza, de Schopenhauer, de Marx, de Nietzsche ou de Freud, ont tous à l'égard de la philosophie un questionnement dur, accusant les autres philosophes non pas d'erreur, mais de mensonge et de tartufferie. Dire que la philosophie est une idéologie, c'est explicitement la mettre sur le banc des accusés. Cela n'est pas forcément bien grave. Après tout, la philosophie en a vu d'autres, comme on dit trivialement. Mais cela pose la question de savoir quelle est cette instance qui procède au jugement. S'agit-il d'une philosophie? Mais alors ne tombe-t-elle pas dans la même accusation? Ou bien s'agit-il d'autre chose que de la philosophie? Mais alors il faudrait déterminer quoi? La 11e thèse sur Feuerbach est à cet égard problématique. Si les philosophes ont interprété le monde de diverses manières,
donc plus ou moins selon les idées qui leur passaient par la tête, et ce conformément à leur goût et lubie du moment, on peut se demander comment passer à autre chose. Après tout, l'action humaine qui vise à transformer le monde ne se passe jamais sans une forme de conscience. Et si la philosophie est une forme élevée de la conscience humaine, on voit mal comment ce changement se ferait sans philosophie. Pour montrer la pertinence indéniable de la pensée de Marx, également les difficultés qu'elle pose en ramenant la philosophie à de l'idéologie, nous proposerons d'abord de voir comment les catégories marxistes permettent de saisir l'essence de ce qu'il appelle l'idéologie, et nous verrons ensuite tous les points d'interrogation que cette vision amène. Caractériser la philosophie comme idéologie, c'est la ranger dans le cadre de la conscience fausse. C'est considérer qu'elle inverse l'ordre des choses. Marx, dans un passage célèbre, signale que l'idéologie est comme une caméra obscura, qui produit une image inversée du monde. Marx dit ainsi: si dans toute l'idéologie, les hommes et leurs conditions apparaissent sens dessus-dessous, comme dans une caméra obscura, le phénomène découle de leur vie historique, tout comme l'inversion des objets de la rétine provient de leur processus de vie directement physique. Image inversée du monde, donc, dont on pourra dire qu'elle n'est pas nécessairement fausse, puisqu'il suffirait de la retourner pour rétablir la vérité. Mais tout cela serait si rassurant. Il suffirait d'aller non pas du ciel à la terre, mais inversement de la terre au ciel. Marx utilise cette métaphore un petit peu étrange après tout. Puisqu'on fasse le chemin dans un sens ou dans l'autre, finalement on est toujours sur la même voie. Quel est alors le problème de la philosophie? Pourquoi la philosophie serait-elle une sorte de fantasme imaginaire, et non pas la voie de la réalité? On ne peut sans doute comprendre cette critique qu'en recourant à une première distinction. C'est celle entre travail intellectuel et travail matériel. Marx nous dit en effet: la division du travail n'acquiert son vrai caractère qu'à partir du moment où intervient la division du travail matériel et du travail intellectuel. La distinction est effectivement importante, et il est évident que la philosophie appartient au travail dit intellectuel. On fera remarquer ici que Marx ne problématise pas ici la figure de l'ingénieur, à l'inverse de ce que fera Auguste Comte à peu près à la même époque. Cela tient sans doute au fait que l'ingénieur relie certes la théorie et la pratique, mais qu'il ne donne pas à la société une sorte de conscience de soi, même illusoire. Or justement, si la philosophie comme la morale ou le droit donne un cadre, une sorte de champ dans lequel le monde et le temps d'une époque va se comprendre, et c'est ce que ne fait pas l'ingénieur. Il importe peu d'ailleurs ici que cette compréhension soit vraie ou fausse. Dans un tel cadre, le rôle de la philosophie va apparaître comme celui d'un rôle de légitimation. Il s'agit de rendre raison du monde existant, et non véritablement de le transformer. La philosophie apparaît ici comme une conscience de soi du monde. Ceci sous-entend que le philosophe individuel n'existe pas véritablement, parce qu'il est toujours membre d'une classe sociale, et en tant qu'exprimant les idées de sa classe.
qui ne semble plus être une expression individuelle. Marx le dit dans des formules connues. À toute époque, les idées de la classe dominante sont les idées dominantes. Autrement dit, la classe qui est la puissance matérielle dominante de la société est en même temps la puissance spirituelle dominante. Ce genre de déclaration, qui paraît relativement clair, pose en réalité beaucoup de questions. On peut se demander en premier lieu ce qu'est une classe du point de vue sociologique. S'agit-il d'une donnée de fait ou de quelque chose de construit? L'opposition du prolétariat et de la bourgeoisie suit naturellement une histoire, mais de ce point de vue-là, la classe est quelque chose que l'on a fait, qui se construit et qui se détruit, du moins en théorie. Cette déclaration pose également des questions sur la nature des relations entre la matière et l'esprit. Il ne s'agit probablement pas ici d'un parallélisme au sens spinoziste, au sens d'une expression nécessaire et forcée, qui relierait les deux termes du rapport. Mais alors cela pose la question de savoir quel lien on trouve entre les idées d'une époque, idées qui s'expriment au travers du droit et de la religion et de la philosophie, c'est-à-dire ce que Marx appelle les superstructures, et celle du monde du travail manuel et matériel, qui correspond aux infrastructures. Y a-t-il un lien nécessaire entre le monde matériel de la production de richesse et son expression par les superstructures? Paul Ricoeur doute de la nécessité de ce lien entre les deux ordres, et prend l'exemple de la Réforme pour montrer les difficultés immenses que pose ce rapport entre le domaine spirituel et le domaine matériel. Il dit: nous pouvons choisir l'exemple de la Réforme, avec le conflit entre les calvinistes et les jésuites sur la prédestination et le libre arbitre. Dans une certaine mesure, il est possible de dire que ce conflit est une manière de s'occuper des forces dont la vie économique n'a pu venir à bout. Mais il y a tant de pas à franchir entre les contradictions économiques et leur expression théologique, que leur enchaînement immédiat devient soit un truisme, soit un sophisme, surtout si le modèle utilisé est emprunté à une physique de type mécaniste. Cette remarque de Paul Ricoeur nous paraît pouvoir éclairer les difficultés posées par le marxisme sur la nature de la philosophie. Si la philosophie apparaît être comme une forme de l'idéologie, il faut savoir si les idées et les questions qui sont les siennes s'expliquent exclusivement par l'évolution historique du monde économique. Le fait est que ceci reste en tant que question, car on ne saurait nier que le monde économique ait une importance en tant que tel, mais également ne produisent des idées de type philosophique, on ne peut pas le nier. Les questions de justice distributive, par exemple, qui appartiennent à la philosophie, ne sont pas les seules à être ici concernées. Les problèmes de l'individualité, de l'usage des forces, pour ne prendre que ces deux exemples, sont certainement liés au monde économique. La seule question est donc de savoir comment se joue ce lien entre philosophie et économie. Parler de lien causal strict entre situation économique et discours idéologique ou philosophique paraît difficile à faire complètement. Cela consisterait à dire que la nature des idées philosophiques est intrinsèquement liée à une situation économique. Cela ne permet pas d'expliquer par exemple qu'à une époque donnée, c'est-à-dire à une situation
économique donné, on trouve plusieurs philosophies antagonistes présentes. Par exemple, dans l'Antiquité, sous l'époque hellénistique, des philosophies aussi diverses que le stoïcisme, l'épicurisme, le scepticisme ont pu se développer, rendant chacune compte des tensions du moment présent, mais à chaque fois selon des modalités, des tensions de type différent. Cependant, dans le même temps, expliquer une philosophie simplement par son contenu propre, relatif à l'esprit, n'est-ce pas vivre dans l'illusion d'un monde au sens autonome et sans relation aux besoins de l'économie? Besoins qui sont ceux de la vie et de la lutte contre la mort. Parce que l'économie est en premier lieu d'abord lutte contre la mort. Les exemples de la faim, ou encore des gens sans logis et clochardisés, en nombre important en France d'ailleurs, et dont l'augmentation a été grandissante dernièrement, sont suffisants pour relier les nécessités économiques avec la vie et les idées humaines. Ce sont elles qui sont au centre du questionnement de Marx et celles qui permettent sans doute de légitimer sa critique de la philosophie, quand celle-ci se prétend indépendante des conditions économiques. Philosopher dans ce contexte, c'est bien apprendre à mourir. Cependant, il est sans doute possible de transformer le monde pour vivre bien et mourir tard. La philosophie apparaîtra alors non pas comme simple idéologie, mais également comme une forme d'utopie.